S'il est un sujet qui passionne nos orateurs, c'est bien celui de l'emploi. Nous avons la chance ce soir de compter parmi nous l'un des meilleurs spécialistes européens du marché du travail. Il va nous expliquer comment repenser à partir d'une nouvelle grille de lecture la lutte contre le chômage. Je vous demande d'accueillir Gilles Saint-Paul. Il y a une vingtaine d'années est paru un livre que sans doute peu de gens ont lu dans cette salle, car il est relativement rébarbatif, qui s'appelait « 40 ans de politique de l'emploi ». Et dans cet ouvrage, il y avait un catalogue qui nous montrait qu'il y avait environ 97 politiques de l'emploi qui s'étaient mises en place en France depuis 1945. Alors depuis 20 ans, la liste s'est allongée. J'ai eu du mal à faire le compte, mais on est peut-être dans les 150, dans les 200 politiques de l'emploi. Il y a donc une prolifération de contrats aidés aux sigles aussi détestables que oubliés rapidement. Et au regard de cet activisme du politique face au problème du chômage, eh bien, il y a une courbe du chômage dont on parle beaucoup, qui a monté inexorablement entre 1975 et 1995 et qui, depuis, malgré la prolifération de toutes ces mesures, s'est stabilisé à un niveau nettement supérieur à celui de beaucoup d'autres pays développés, qui oscille entre 8 et on va dire 11%. Alors, pourquoi cet échec des politiques de l'emploi à faire baisser le chômage? Eh bien, les politiques de l'emploi, à mon avis, sont contre-productives pour deux raisons. Premièrement, la prolifération même de ces politiques, cette tendance compulsive à sans cesse introduire de nouvelles exonérations, de nouveaux contrats aidés, plonge les entreprises dans un environnement réglementaire incertain, ce qui est complètement, d'une part, anxiogène et d'autre part, ne leur permet pas de planifier correctement leur politique de manœuvre. Et deuxièmement, l'obsession du politique avec la politique de l'emploi conduit à négliger d'autres mesures ou à rejeter d'autres mesures au motif que celles-ci n'ont pas d'effet significatif, prouvable sur l'emploi. Alors, d'un point de vue économique, ce qui compte, ça n'est pas l'emploi, je vais vous surprendre, mais c'est le bien-être. Et le bien-être, ça n'est pas la même chose que l'emploi. Il dépend évidemment de l'emploi. Si on était tous à ne rien faire, on ne produirait rien. Mais il dépend aussi d'autres facteurs. Il dépend de la compétitivité, il dépend de la croissance. Il existe des politiques économiques qui sont favorables à la compétitivité, à la croissance, mais qui ne créent pas nécessairement des emplois, en tout cas à court terme. Je pense en particulier à ce qui est un cheval de bataille d'organismes comme le MEDEF, l'assouplissement de la réglementation sur le licenciement. Eh bien, d'un point de vue économique, il n'est pas du tout prouvé que ceci crée des emplois. En effet, d'une part, il est vrai qu'on augmente les incitations à l'embauche, mais il est vrai aussi, de manière presque tautologique, immédiate, que le licenciement est plus facile. Et donc, l'effet net de l'assouplissement de la réglementation du licenciement sur la courbe, la fameuse courbe du chômage, n'est pas du tout clair, il est ambigu. Cependant, la réglementation du licenciement bride la croissance, bride la compétitivité, en maintenant artificiellement les gens dans des emplois peu productifs et en empêchant les secteurs les plus dynamiques de l'économie de croître. Inversement, au nom de la lutte du chômage, on met en place des politiques qui, à mon avis, sont très néfastes à l'efficacité économique. Je pense en particulier aux politiques de recrutement d'emplois aidés dans le secteur public. Il y avait les emplois jeunes au temps de Lionel Jospin. Il y a les emplois d'avenir, qui est un remake des emplois jeunes. Et ce sont des emplois dont la valeur productive est relativement faible.
et qui, par ailleurs, retire des jeunes de l'activité de recherche d'un emploi privé productif pour les maintenir dans une espèce de couveuse afin de faire baisser artificiellement les statistiques du chômage. Alors, si j'étais président, qu'est-ce que je ferais ? Eh bien, je remettrais l'emploi à sa juste place, si je puis dire, et je considérerais des mesures qui ne créent pas forcément d'emplois, qui ne réduisent pas forcément le chômage, notamment à court terme, mais dont je pense qu'elles sont importantes à mettre en œuvre. En particulier, je suis de plus en plus convaincu qu'au fil du temps, et ça n'est pas étranger à ces politiques de l'emploi, on a créé en France un problème avec le coût du travail qualifié. Alors quand vous lisez n'importe quel rapport d'économiste sur le problème du chômage, il vous dira que le problème du chômage, c'est le problème, enfin en tout cas si c'est un économiste orthodoxe, il vous dira que le problème c'est que les travailleurs non qualifiés sont trop chers. Ce qui est vrai. Mais le résultat, c'est que pour faire baisser le chômage, on a mis en place des politiques au cours des dernières décennies d'abaissement de charges sur les non-qualifiés et qu'il a fallu reporter ces charges vers d'autres catégories de population. Et ça s'est fait au détriment des travailleurs qualifiés, qui, eux, continuent à payer des charges sociales considérables. Alors, voilà, leurs employeurs et eux-mêmes payent des charges sociales considérables. Et on arrive à une situation où un travailleur de haut niveau est à la fois très coûteux pour son employeur, tout en étant lui-même relativement peu payé à l'arrivée, notamment au regard des normes internationales. Il y avait un chef d'entreprise qui, il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, me confiait qu'il envisageait de délocaliser son unité de recherche et développement au Canada, qui est un pays quand même, c'est pas l'Inde, hein, c'est un pays à salaire relativement élevé, et il disait que à niveau de vie donné, garanti à ses ingénieurs, eh bien lui réduisait ses coûts de 35%. Inversement, du point de vue des travailleurs qualifiés qui comparent leur salaire à ce qu'ils pourraient obtenir au Canada, aux États-Unis ou même en Allemagne ou en Suisse, eh bien, il y a évidemment une tentation de faire l'exode des cerveaux, exode qui est pas très bien documenté, mais dont on voit au niveau anecdotique et microéconomique qu'il frappe les gens les plus brillants, ou alors de faire des choix de carrière un peu atypiques, peu rémunérateurs, mais plus confortables, comme par exemple l'un de mes collègues chercheurs qui avait renoncé à sa carrière de recherche pour devenir guide de moyenne montagne, et qui ne l'aurait peut-être pas fait s'il avait été payé comme un chercheur américain. Alors que faire ? Il y a des choix politiques, la plupart des choix politiques sont porteurs de conflits entre différents groupes sociaux, mais si j'étais président, je proposerais dans un premier temps de faire quelque chose de moins conflictuel, qui consisterait à instaurer un plafond sur les charges sociales annuelles payées par tous les travailleurs. Évidemment, ce plafond ne serait pas contraignant pour les travailleurs, pour les bas salaires, mais il le serait pour les hauts salaires, et donc ça permettrait de réduire de manière substantielle le coût total employeur du travail qualifié, des ingénieurs, des chercheurs. Alors évidemment, comment financer cela ? Il faut bien voir qu'une partie importante des charges sociales ont pour contrepartie des droits à la retraite notamment et l'assurance chômage, et ces droits sont indexés sur le salaire du travailleur. Donc quelqu'un qui est payé 10 000 € par mois, s'il se retrouve au chômage, a une indemnité chômage très confortable. Et donc je proposerais de réduire ces droits proportionnellement à la réduction des charges sociales que j'envisage. Quitte à ce que les personnes voulant un surcroît d'assurance ou un surcroît de droit à la retraite, eh bien, le fassent en souscrivant à une assurance retraite ou chômage privé avec leur propre argent. Et pour finir, je dirais que l'enjeu, c'est pas seulement de lutter contre l'exode des cerveaux ou de maintenir les travailleurs talentueux en France, mais à long terme, ça profite à tout le monde. Et ça profite aussi à l'emploi de tout le monde et des non-qualifiés. Pourquoi ? Eh bien parce que la manière la plus simple de relancer
l'emploi, c'est de relancer la productivité. La productivité, elle permet à la fois de verser aux travailleurs des salaires confortables, sans pour autant plomber la profitabilité des entreprises. C'est quelque chose de gagnant-gagnant, mais cette stratégie gagnant-gagnant, eh bien, on ne l'obtiendra que si on prête attention au marché du travail des qualifiés. Je vous remercie. Merci Gilles.